La radio de la voiture marchait et une chanteuse chantait Run Around Sue de sa voix la plus douce, mais il n'écoutait ni l'un ni l'autre. Il avait remonté sa main sous le t-shirt qu'elle portait et avait enfin trouvé la glorieuse douceur de ses seins, ses mamelons durcis par l'excitation. Elle respirait à petits coups, et pour la première fois, sa main se trouvait là où il le désirait tant, où il en avait tant besoin, entre ses deux jambes, une main inexpérimentée mais désireuse d'apprendre. Il l'embrassait et sa bouche était ouverte. Il sentait sa langue et le frais parfum de son haleine, comme celui d'une forêt sous la pluie. Il sentait qu'elle s'exaltait, s'ouvrait de plus en plus. Elle n'était que passion pure et rayonnante. Puis, entre ses bras, soudain, plus rien. Arnie, abasourdi, se rendit seulement compte que l'autre portière s'ouvrait, se refermait avec un claquement sec et que la petite lampe intérieure s'allumait puis s'éteignait. Il resta un moment figé, incertain de ce qui venait de se passer. Son corps était un véritable millimélo. Émotions et réactions physiques se mélangeaient en tous sens. C'était à la fois merveilleux et éprouvant. Son pénis était dur comme de l'acier, ses testicules lui faisaient mal, il sentait l'adrénaline foncer dans toutes les directions en même temps. Il serra le poing et s'en frappa violemment la cuisse, puis il ouvrit sa portière, sortit et courut après elle. C'était le 4 novembre, et la pluie avait été remplacée par de la neige fondue. Il la rattrapa et, la prenant par le bras, la ramena doucement vers la voiture. Elle se laissa faire. Il la fit remonter dans la voiture et crut un moment que son visage était mouillé par ce qui tombait du ciel. Il comprit que c'était en fait des larmes. « Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle secoua la tête et pleura davantage. « Est-ce que je t'ai forcé à faire quelque chose que tu ne voulais pas ?» Elle secoua de nouveau la tête, mais il ne fut pas sûr du sens de sa réponse. Il la serra contre lui, inquiet et maladroit. « Je n'ai jamais fait ça avec un autre garçon, dit-elle contre son épaule. C'est la première fois que je touche. Enfin, tu comprends. Mais je l'ai fait parce que je voulais bien. C'est tout. »« Ah, alors ?»« Ici, je ne peux pas, dit-elle avec difficulté. »« Tu veux dire en plein air ?»« Non, dans cette voiture, lui cria-t-elle tout à coup. Je ne peux pas faire l'amour avec toi dans cette voiture. »« Quoi? Mais de quoi parles-tu? Pourquoi pas ?» Arnie la regardait bouche bée, stupéfait. Parce que, je sais pas. Elle essaya d'ajouter quelque chose, puis éclata de nouveau en larmes. Arnie la tint contre lui jusqu'à ce qu'elle se calme. Je ne sais pas qui tu préfères, parvint-elle enfin à articuler. Mais, Leif, ça n'a pas de sens. Non? Et avec qui passes-tu le plus de temps alors? Moi ou elle? Tu veux parler de Christine? Il regarda autour de lui avec ce sourire qu'elle pouvait trouver, selon les cas, adorable ou terrifiant, parfois l'un et l'autre en même temps. Oui, je parle de Christine. Elle regarda ses propres mains, inertes sur ses genoux. Oh, je suppose que c'est idiot. Je croyais que les filles étaient jalouses des autres filles, mais pas d'une voiture. Leif eut un rire bref. Oui, c'est vrai. Mais justement, les voitures sont des filles. Tu ne le savais pas? Allons, voyons. Eh bien, pourquoi ne l'appelles-tu pas à Christophe, par exemple? Leif frappa fortement du plat de la main sur le siège sur lequel elle était assise. Arnie sursauta. Tu vois, tu n'aimes pas que je frappe ta petite amie, dit Leif avec une méchanceté soudaine et inattendue. Puis elle vit qu'il était blessé et ajouta. Oh, excuse-moi, Arnie, je suis désolé. Vraiment? Fit Arnie d'un ton plat. On dirait que personne n'aime ma voiture. Ni papa, ni maman, ni toi, ni même Denis. Je me suis cassé le cul dessus, mais tout ça, c'est zéro. Non, ce n'est pas zéro pour moi, Arnie, dit Leif avec douceur. Je sais quel travail ça représente. Ah ouais? Répliqua-t-il, maussade. La passion, l'emportement amoureux s'était envolé. Bon, il vaut mieux que je te ramène chez toi. Je n'ai pas de pneus pour la neige. Je serais jolie si tes parents nous retrouvaient coincés ici. Elle sourit. Ils n'ont aucune idée de nos balades. Un peu de bonne humeur lui revint et il lui dit avec un clin d'œil. Que tu crois? À plusieurs reprises, pendant le trajet du retour, elle eut envie d'ouvrir les lèvres et de s'expliquer, mais elle les refermait, craignant de se faire mal comprendre, et ne sachant pas très bien elle-même ce qu'elle ressentait au juste. Elle se sentait toute bizarre, irritée, mal à l'aise, frustrée probablement. Il y avait une douleur sourde dans ses seins. Elle ne savait pas si elle avait vraiment eu l'intention d'aller jusqu'au bout avec lui, comme on dit pudiquement, mais à partir d'un certain moment, tout avait été de travers. Elle n'était pas jalouse de Christine à proprement parler, et en même temps si... Arnie n'avait pas été franc.
Elle avait une idée assez précise du temps qu'il consacrait à sa bagnole, mais après tout, il était un habile mécanicien. Les voitures sont des filles, avait-elle dit aussi. La phrase lui était sortie de la bouche. Certes, ce n'était pas tout le temps vrai. Elle ne pensait pas à la berline familiale comme à une personne d'un sexe particulier, mais la vérité, bien plus démente, était que Leif avait l'impression que Christine les surveillait, qu'elle était jalouse, qu'elle désapprouvait leur liaison et qu'elle était pleine de rancœur. Car Leif n'avait pas, quand elle montait dedans, l'impression qu'elle roulait dans Christine, mais que Christine l'avalait. Et embrasser Arnie dans la voiture devenait une perversion pire que le voyeurisme ou l'exhibitionnisme. C'était comme vouloir faire l'amour à l'intérieur du corps de sa rivale. Elle haïssait Christine en plus. Elle la haïssait et la craignait. Elle redoutait de passer devant le capot ou de se tenir trop près de l'arrière, comme si le frein à main allait soudain se desserrer tout seul. Elle n'avait jamais de telles pensées avec la voiture de ses parents. En réalité, elle eût préféré ne rien avoir à faire avec cette voiture, n'aller nulle part avec. Arnie semblait changer quand il était dedans, se transformer en un être qu'elle ne connaissait pas. Elle aimait qu'il lui touchât les seins, les cuisses, et ses mains amenaient un goût métallique dans sa bouche, une sensation délicieuse de vie et d'harmonie. Mais dans la voiture, ce n'était pas la même chose. Arnie y semblait passionné, avec moins d'honnêteté, avec plus de concupiscence. Elle ouvrit la bouche alors qu'ils arrivaient dans sa rue pour lui expliquer tout cela, mais une nouvelle fois elle resta sans voix. Car que lui expliquer en fait? Ce n'étaient que des soupçons vagues. Car il y avait l'odeur aussi, mais elle ne pouvait pas le lui dire, cela lui ferait trop de peine. Une odeur de pourriture que ne chassait pas celle des sièges neufs et de tous les produits d'entretien. Cette odeur imperceptible mais terriblement désagréable, presque à en vomir. Il l'embrassa et lui souhaita bonne nuit devant sa porte. Il eût aimé l'embrasser vraiment, mais les parents de Leif observaient sans doute la scène par la fenêtre, et il l'embrassa sur les joues comme si c'était sa cousine. « Je suis désolé, j'ai été idiote. »« Mais non, reprit Arnie en pensant le contraire. C'est simplement que... » Elle trouva un curieux mélange entre vérité et mensonge. « Dans une voiture, ça ne me paraît pas bien. Dans n'importe quelle voiture. J'ai vraiment envie que nous soyons ensemble, mais pas au bout d'une rue en impasse, plongée dans le noir. Tu me comprends ?»« Ouais, répondit-il, soudain plus du tout en colère, heureux de la croire. Oui, je te comprends parfaitement. Elle se serra contre lui, bras autour de son cou. Son manteau était ouvert. Il sentit l'affolante forme de ses doux seins. « Je t'aime, dit-elle pour la première fois. Puis elle se glissa chez elle, le laissant tout penaud sur le pas de la porte et étouffant de chaleur malgré la pluie glaciale. Il revint vers sa voiture, un sourire béat sur les lèvres, claquant les doigts de joie. Son cœur était sur cette terrible montagne russe, la meilleure, celle sur laquelle on ne vous laisse monter qu'une seule fois. Mais quand il arriva à côté de Christine, qu'il avait laissé tourner, celle-ci avait calé. « Bah, se dit-il, de l'eau a dû passer sous le capot, rien de plus. » Ça ne pouvait pas être les bougies, il venait juste d'en mettre des neuves l'avant-veille. 8 champions toutes neuves. Et avec qui passes-tu le plus de temps, moi ou elle? Bien sûr, il passait plus de temps avec les voitures en général, puisqu'il travaillait à temps partiel chez Will, mais de là à conclure que... Tu lui as menti, pas vrai? Non, non, je ne crois pas qu'on puisse dire que je lui ai menti. Ah non? Que dirais-tu alors? Si, pour la première fois depuis qu'il l'avait emmené au match de Hayden Hills, il lui avait dit un gros mensonge. La vérité était qu'il passait plus de temps avec Christine qu'avec Leif, et qu'il ne supportait pas l'idée que Christine reste au parc de stationnement de l'aéroport, sous la pluie et le vent, bientôt la neige. Oui, il lui avait menti, et c'était... Mal, prononça-t-il d'une voix haute et déformée, le mot allant se perdre dans le bruit mouillé et mystérieux de la pluie tombant sur le sol. Il se tenait sur le trottoir, contemplant sa voiture, ce vestige merveilleusement restauré de l'époque de Buddy Holly, de Khrouchtchev et de Laïka, la petite chienne de l'espace, et soudain il la haït. Elle lui avait fait quelque chose. Il ne savait pas au juste quoi, mais quelque chose. Il ouvrit la portière, s'installa derrière le volant, tira la portière. Il ferma les yeux. Aussitôt la paix se répandit en lui. Chaque chose reprit sa place. Il avait menti à Leif, c'est vrai, mais c'était un petit mensonge. Un mensonge presque sans importance. Non, un mensonge totalement sans importance. Sans rouvrir les portières, il tendit la main et toucha le rectangle de cuir auquel étaient attachées les clés de la voiture. Un vieux morceau de cuir usé portant les initiales RDL. Arnie n'avait pas cru bon d'acheter un nouveau porte-clés ou un morceau de cuir portant ses propres initiales, mais il y avait un détail tout à fait étrange à propos de ce bout de cuir, n'est-ce pas?
Oui, un détail vraiment très étrange. Lorsqu'Arnie avait compté l'argent sur la table de la cuisine de Lebet, et que celui-ci avait glissé les clés sur la toile cirée à carreaux rouges et blancs, le rectangle de cuir était tout noir et les initiales avaient presque disparu à force de frotter la poche du vieil homme. Aujourd'hui, ces initiales étaient redevenues parfaitement lisibles. Elles avaient réapparu. Mais comme le mensonge à Leif, c'était vraiment sans importance. Assis dans le corps métallique de Christine, il savait sans doute possible que c'était ainsi. Oui, il le savait. Pas important du tout, tout ça. Il mit le contact, le moteur toussa. Rien à faire. De l'eau a dû passer, c'est sûr. S'il te plaît, murmura-t-il, il n'y a rien de changé, je t'assure. Le moteur toussa encore, recala. Le starter s'avérait inutile. Les grosses gouttes froides s'écrasaient contre la vitre, mais ici, dedans, rien à craindre, on est au sec. Si seulement ce moteur voulait démarrer. Allez, murmura Arnie, allez, Christine, allez, ma douce. Le moteur partit. Les aiguilles remontèrent, le chauffage se remit à souffler l'air bien chaud autour de ses jambes. Le froid du dehors n'existait plus. Il y avait des choses que Leif ne pouvait pas comprendre. Depuis combien de temps était-elle à Libertyville? Elle n'était pas là quand on lui criait « Hé, face de pizza !» Et elle n'avait pas connu le désir de parler à quelqu'un, d'aller vers quelqu'un, et de ne pas pouvoir. L'impuissance. Ne se rendait-elle même pas compte que, sans Christine, il n'aurait jamais eu le courage de lui téléphoner? Même si elle s'était baladée partout avec la phrase « Je veux sortir avec Arnie Cunningham » tatouée sur son front. Elle ne pouvait pas comprendre qu'il se sentait parfois bien plus vieux que son âge, comme s'il avait 50 berges. Pas un jeune adolescent, non, mais un ancien combattant, terriblement blessé, revenu d'une guerre jamais déclarée. Il caressa le volant. Les yeux verts de chat du tableau de bord lumineux le regardaient de manière réconfortante. « Ok, fit-il. Presque un soupir. Il mit la première, alluma la radio. Didi Sharp chantait le Mashed Potato. Il démarra en direction de l'aéroport, où il attraperait le bus revenant dans le centre, le bus de 11 heures. Et c'est ce qu'Arnie fit, certes. Sauf qu'il prit le bus de minuit, et que ce fut qu'une fois dans son lit, tandis qu'il repensait au chaud baiser de Leif, qu'il se rendit compte qu'après avoir quitté la maison des Cabottes et avant d'arriver à l'aéroport, il s'était écoulé 1 heure. Où avait-il été? Il se revoyait démarrant devant la maison de Leif, puis il avait roulé. Oui, c'est ça, rien de grave, il avait roulé. Christine semblait trouver le bon chemin, comme par magie, avec autant de sûreté que si elle était sur des rails, pendant que la radio passait une suite ininterrompue de vieux succès dont le titre consistait uniquement en un prénom de fille, Peggy Sue, Carol, Barbara Ann, Suzy Darling. Et la voix du présentateur ressemblait étonnamment à celle d'Alan Freed présentant les vieux succès de Screaming Jay Hawkins. « J'ai jeté un sort, car tu es à moi !» Enfin, il y avait eu l'aéroport. Et ce qui se passait à la radio s'était transformé en une bouillie sonore indistincte. Il l'avait éteinte. En sortant de la voiture, Arnie avait ressenti une espèce de soulagement incompréhensible. À présent, il était dans son lit, fatigué mais incapable de dormir. La neige fondue s'était transformée en gros flocons. Il y avait quelque chose d'anormal. Il se passait quelque chose d'inconnu. Il ne pouvait pas se mentir à lui-même et prétendre qu'il ne s'en rendait pas compte. Sa voiture, Christine. Plusieurs personnes lui avaient dit quel beau travail il avait accompli. Il l'avait amené à l'école et les copains de l'atelier de mécanique avaient été drôlement admiratifs. Il se mettait en dessous pour examiner le nouveau système d'échappement, les nouveaux amortisseurs, le travail de carrosserie. Il s'enfonçait jusqu'à la ceinture dans le moteur pour regarder les courroies, le radiateur, qui, miraculeusement, était comme neuf, sous la couche verdâtre qui s'accumule au fil des ans à cause de l'antigel. Il vérifiait le générateur et les pistons bien serrés et brillants dans leurs valves. Même le filtre à air était neuf. Ouais, il était devenu une sorte de héros pour ses camarades de l'atelier, et il avait accepté commentaires et compliments avec la fausse modestie qui sied aux vainqueurs. Pourtant, même à ce moment-là, il n'avait pas été dupe, car il ne se rappelait absolument pas ce qu'il avait fait et ce qu'il n'avait pas fait avec Christine. Le temps passé à travailler sur elle chez Darnell n'était plus qu'une masse floue à présent, tout comme le trajet ce soir entre la maison de Leif et l'aéroport. Il se rappelait avoir commencé à réparer la carrosserie à l'arrière, mais pas la fin de la réparation. Il se rappelait qu'il repeignait le capot, il collait de la bande adhésive sur les côtés et mettait le masque de protection pour peindre au pistolet. Oui, mais quand au juste avait-il changé les ressorts des freins? Impossible de s'en souvenir, non plus que de l'endroit où il les avait eus. Tout ce dont il se souvenait avec certitude, c'était qu'il avait passé à son volant de très longs moments, hébété de bonheur,
dans le même état que lorsque Leif lui avait soufflé « Je t'aime » juste avant de rentrer chez elle. De longs moments dans le garage d'Ardel, longtemps après que les autres types étaient rentrés chez eux dîner. De longs moments avec la radio qui passait des vieux succès. Mais le pire, c'était peut-être le pare-brise. S'il était sûr d'une chose, c'est qu'il n'avait pas racheté de pare-brise neuf. Son compte bancaire serait drôlement plus entamé que ça s'il s'en était payé un. Et il aurait une facture, n'est-ce pas? Il avait même cherché dans un dossier qu'il avait chez lui et sur lequel il avait écrit « voiture », mais il n'avait rien trouvé. Et la vérité est qu'il avait cherché à contre-cœur. Denis avait dit quelque chose, comme quoi la toile d'araignée paraissait moins large, moins profonde. Et puis le jour de Hayden Hills, elle avait disparu. Le pare-brise était impeccable, net. Mais quand était-ce arrivé? Comment était-ce arrivé? Il ne le savait pas. Il finit par s'endormir et faire de mauvais rêves, tordant les draps dans ses mains, tandis que les nuages s'éloignaient et laissaient place à l'éclat froid des étoiles d'automne. Un soir, une dizaine de jours plus tard, une Camaro bleue, dont l'arrière avait pris un tel coup que l'avant semblait racler le sol, se présenta à l'entrée du parc de stationnement de l'aéroport. Sandy Galton, nerveux, se pencha et aperçut au volant un Buddy Repperton souriant et radieux, mais avec une barbe d'une semaine et les yeux d'un éclat dément dû davantage à la cocaïne qu'aux joyeux préparatifs des fêtes de fin d'année. Bref, Buddy ressemblait à une version dépravée de Clint Eastwood. « Ça baigne, Sandy ?» Accompagnant Buddy, Vandenberg, Welch et Trelawney étaient assis dans la voiture, et entre le gramme de cocaïne qu'ils s'étaient farci en début de soirée et les 6 bouteilles de Texas Driver, ce mélange de jus de fruits et d'alcool qu'ils avaient descendu depuis, ils se sentaient au poil, fin prêts à faire passer un sale moment à la Plymouth de Cunningham. « Hé, dites les gars, si vous vous faites choper, je perds mon boulot », leur dit Sandy nerveusement. Il était le seul à n'avoir rien avalé, et il regrettait d'avoir dit que Cunningham gardait là son tas de boue. Il n'avait d'ailleurs pas songé que cela pourrait le conduire en prison. Il regarda aux alentours pour voir s'il n'y avait personne, mais aucun avion ne devait atterrir avant plus d'1 heure, et l'aire de stationnement était aussi déserte qu'un cratère lunaire. Il s'était mis à faire très froid, et un vent aussi coupant qu'une lame de rasoir neuve gémissait sur un ton lugubre entre les rangées de voitures. « En tout cas, ajouta Sandy, si vous vous faites prendre, moi je dirais que j'étais parti aux chiottes. »« Mon Dieu, quel enfant !» fit Buddy d'un air désolé. « J'aurais jamais cru que t'étais un tel gosse, Sandy, je te jure. » Sandy rougit. « Moi, je m'en fiche. Faites attention tout de même. »« Ouais, t'en fais pas, mon pote, » répondit Buddy avec sincérité. Il avait mis de côté une 7e bouteille de Texas Driver et de quoi se faire une jolie petite ligne, et il tendit le tout à Sandy. « Tiens, vieux, éclate-toi. » Sandy sourit malgré lui. « D'accord. » Et il ajouta, pour bien montrer qu'il n'était quand même pas un rabat-joie, « Et faites du bon boulot. » Le sourire de Buddy se durcit, devint métallique. Ses yeux cessèrent de briller et ils s'emplirent d'une froideur effrayante. « Oh, compte sur nous, compte sur nous. » La Camaro pénétra dans le parking. Pendant un petit moment, Sandy put suivre sa progression grâce au feu de position arrière, puis Buddy éteignit tout. Le bruit du moteur, porté par le vent, s'entendit encore un peu, puis plus rien. Sandy versa la ration de cocaïne sur le comptoir, à côté de sa télévision portable, puis la renifla à l'aide d'un billet d'$1 finement roulé. Et là-dessus, il passa à la boisson. Il savait que si on le découvrait à son poste en état d'ivresse, il serait mis à la porte, mais cela lui importait peu. Être beurré valait mieux qu'être à cran et surveiller sans cesse l'apparition d'une des 2 voitures de surveillance de l'aéroport. C'est alors que, à travers le vent qui soufflait dans sa direction, il entendit ce qui se passait, et il entendit beaucoup trop. Du verre qui se brise, des rires étouffés, un coup métallique et fort, encore du verre qui se casse, un silence. Des voix, impossible de distinguer les paroles, déformées par la bise. Et soudain, une véritable fusillade de coups. Sandy grimaça en entendant cela. Encore du verre qu'on casse, et le bruit d'un morceau de métal qui tombe par terre. Il aurait bien voulu que Buddy lui file plus de cocaïne. La coke remonte, et un petit remontant était ce dont il avait vraiment besoin ce soir. Ce qui se passait au fond du parking, ça ne devait pas être bien joli. Puis une voix plus forte qui commande avec autorité. « Buddy, sans doute. Fais-le, là !» Des protestations. Buddy qui reprend. « J'en ai rien à foutre, j'ai dit là, sur le tableau de bord. » Trempé de sueur en dépit du froid perçant, Sandy referma brusquement le guichet de sa cabine et alluma sa télévision. Il but la bouteille de jus de fruits alcoolisé à grandes gorgées,
grimaça en avalant et commença à se sentir un petit peu mieux. Si bien que, lorsqu'une des voitures de surveillance de l'aéroport passa, il sourcilla à peine. Le flic fit un signe de la main à Sandy, qui lui rendit le salut, imperturbable. Une quinzaine de minutes après le passage de la voiture de surveillance, la Camaro réapparut à la sortie du parking. Buddy était au volant, très détendu, une bouteille presque vide coincée entre ses jambes. Il souriait toujours, et Sandy remarqua avec gêne combien ses yeux injectaient de sang avec un regard bizarre. Ce n'était pas que l'alcool, ce n'était pas que la cam. Il n'y avait pas à dire, Buddy Repperton n'était pas un rigolo. Cunningham l'apprendrait bientôt à ses dépens. « Mission accomplie, mon bon monsieur, lui lança Buddy. « Bravo, fit Sandy avec un sourire forcé. Il n'aimait vraiment pas cette sale histoire. Il se foutait pas mal de Cunningham, et sans être vraiment sensible, il n'avait aucun mal à deviner ce que Cunningham éprouverait en découvrant ce qu'on avait fait à sa Plymouth rouge et blanche. Et peut-être que Sandy, après un coup pareil, fréquenterait un peu moins la station-service Vandenberg. Peut-être bien qu'il avait envie de les laisser tomber, tous autant qu'ils étaient. C'était trop gros, et peut-être qu'il allait reprendre quelques cours du soir aussi. Pour cela, il faudrait qu'il abandonne son travail, mais le calcul n'était peut-être pas si mauvais. Buddy le regardait toujours avec ce sourire dur et dingue, et il lui dit « Si les flics s'en aperçoivent, tu ne sais rien, tu n'as rien vu. Comme t'as dit tout à l'heure, t'étais parti chier un coup. » « Entendu, Buddy. »« On portait nos mitaines, dit ce dernier. On n'a laissé aucune empreinte. »« Ok, très bien. »« Allez, t'en fais pas, Sandy. »« Ok, d'accord. » La Camaro disparut. Très troublé, Sandy s'enfonça sur sa chaise et regarda la télévision. Peu de temps avant que le vol de Cleveland de 22h10 arrive, il versa dehors le fond de la bouteille. Il n'en voulait plus. Le jour suivant, Arnie et Leif prirent ensemble le bus pour l'aéroport après les cours pour aller chercher Christine. Ils avaient l'intention de se rendre à Pittsburgh pour faire des achats de Noël avant la grande ruée, et ils se réjouissaient de les faire ensemble. Cela leur semblait terriblement adulte comme acte. Arnie était d'excellente humeur et, dans le bus, il fit des petites plaisanteries sur les autres passagers, faisant rire Leif en dépit de ses règles, qui étaient en général déprimantes et presque toujours douloureuses. La grosse bonne femme qui portait des chaussures de travail d'homme était une nonne en fuite. Le gosse qui portait le chapeau de cow-boy faisait en fait la retape, et ainsi de suite. Elle se mit à inventer aussi des personnalités fantaisistes, mais elle montrait moins de dons que lui pour ça. C'était étonnant, Arnie était sorti de sa coquille, il s'était épanoui. Il n'y avait pas d'autre mot. Leif ressentait l'agréable satisfaction du prospecteur qui a deviné à certains signes la présence de l'or et qui se réjouit d'avoir vu juste. Elle l'aimait, et elle avait fait le bon choix. Ils descendirent du bus au dernier arrêt et s'engagèrent main dans la main dans le parc de stationnement. « Ce n'est pas si terrible, dit-elle. C'était la première fois qu'elle l'accompagnait en bus de l'école à l'aéroport. 25 minutes pour venir. »« Ouais, ça peut aller, répondit-il. Et surtout, c'est ce qui préserve la paix chez moi. Quand ma mère a vu Christine le premier soir, elle a complètement perdu la boule. » Leif sourit. Le vent remuait ses cheveux dans son dos. Il faisait moins froid que la veille au soir, mais ça pinçait encore un peu. Sans froid, ça ne ressemble pas vraiment à Noël. Elle se sentait heureuse de tout, heureuse d'être en vie, et amoureuse. C'est alors que, tournant le visage vers Arnie pour lui dire quelque chose, elle vit son visage. Arnie avait la bouche ouverte. Ses yeux semblèrent grossir au point d'éclater, et il se figea sur place. Ses lèvres commencèrent à se tordre, et sa main à serrer la main de Leif au point de la faire hurler de douleur. « Arnie !» Puis sa bouche se referma en une hideuse grimace de surprise et de terreur. Leif se dit « Ce n'est pas possible, il est en train d'avoir une crise cardiaque, une attaque quelconque. Arnie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit un seul mot « Christine !» Puis il la lâcha et se mit à courir. Il glissa, heurta de la jambe une Cadillac, trébucha, faillit tomber, puis se redressa et poursuivit sa course. Leif comprit enfin que cela avait à voir avec la voiture. Toujours cette maudite voiture. Elle se sentait envahie d'une colère totale et désespérée, se demandant pour la première fois s'il serait jamais possible d'aimer Arnie. Mais sa colère fut balayée dès l'instant où elle regarda devant et elle vit. Arnie courut vers ce qui restait de sa voiture, main tendue, avant de s'arrêter brusquement dans le geste classique qu'on voit au cinéma quand une victime va se faire écraser. Il demeura un instant dans cette position, comme s'il voulait arrêter le monde de tourner, puis baissa les bras. Sa pomme d'Adam frémit 2 fois, comme s'il tentait de ravaler quelque chose, un cri ou un gémissement, puis sa gorge sembla se nouer complètement. Chaque muscle, chaque tendon,
chaque veine se dessinant en un relief parfait. La gorge d'un homme qui essaye de soulever un piano. Leif marcha lentement jusqu'à lui. Sa main lui faisait horriblement mal et demain elle serait gonflée, pratiquement inutilisable. Mais pour l'instant elle n'y pensait pas. Tout son cœur allait vers Arnie. Elle sentait sa douleur et la partageait, du moins le croyait-elle. Ce n'est que plus tard qu'elle se rendit compte combien Arnie l'avait mise de côté ce jour-là, combien il avait choisi de souffrir seul et de cacher sa haine. Le pare-brise avait reçu 2 coups. Le verre était répandu sur les sièges, coupé en de nombreux endroits. La moitié du pare-choc avant était arrachée. 3 des 4 vitres de portière avaient été brisées. Les flancs de la voiture étaient couverts de trous situés à peu près à la hauteur de la ceinture. On aurait dit qu'un outil métallique pointu avait été utilisé pour cela. La portière avant du côté du passager était ouverte, et Leif vit des poignées de rembourrage des sièges dispersées dans toute la voiture. Le tableau de bord était cassé et l'aiguille de l'indicateur de vitesse gisait par terre. Arnie fit lentement le tour de sa voiture, enregistrant tous les dégâts. Leif lui adressa 2 fois la parole, mais il ne répondit pas. Son teint blême fit place à des bouffées de rougeur qui lui empourprèrent les joues. Il ramassa quelque chose par terre. Leif vit que c'était le couvercle du Delco. Arnie l'examina un moment, comme s'il observait un spécimen zoologique exotique, puis le jeta. Le verre cassé crissait sous ses semelles. Leif adressa encore une fois la parole à Arnie. Toujours pas de réponse, et à présent, en plus d'une terrible pitié pour lui, elle avait peur. Elle devait confier par la suite à Dennis Gilder qu'elle avait cru qu'Arnie avait perdu la raison. Celui-ci donna un coup de pied dans un morceau de métal chromé qui traînait par terre, au milieu des bouts de verre des feux de position arrière, eux aussi défoncés. « Arnie !» Il venait de s'immobiliser et regardait par le trou dans la vitre de la portière côté conducteur. Un son bas et affreux sortit peu à peu de sa poitrine, un son animal. Leif regarda par-dessus son épaule, et ce qu'elle vit lui donna envie de rire, de pleurer et de s'évanouir en même temps. Le tableau de bord était couvert de... Elle n'avait rien remarqué au début dans ce chaos total, mais l'envie de vomir lui montant dans la gorge, elle se demanda qui pouvait être assez vil pour faire une telle chose, pour... Ah, les sales merdeux ! S'écria Arnie d'une voix qui n'était pas sa voix habituelle, mais une voix plutôt aiguë et cassée par la rage. Bande de merdeux! Je vous aurai! J'aurai votre peau, même si je dois y rester. Je vous ferai payer cette saloperie. Leif se mit à vomir en se retenant à l'aveuglette à la voiture voisine, et pendant une seconde épouvantable, elle s'aperçut qu'elle souhaitait n'avoir jamais rencontré Arnie Cunningham. Cette nuit-là, il rentra chez lui à minuit moins le quart. Les vêtements qu'il avait mis en pensant à Pittsburgh étaient maculés de taches de graisse. Ses mains étaient noires, la gauche étant agrémentée d'une coupure en tire-bouchon mais peu profonde. Son visage exprimait l'hébétude et l'ahurissement, ses yeux étaient profondément cernés. Sa mère était assise et faisait des patiences. Elle avait attendu qu'il rentre, tout en le redoutant en même temps. Leif avait appelé et lui avait raconté ce qui était arrivé. Cette fille, qui avait paru à Regina comme il faut, mais peut-être pas assez bien pour son cher fils, avait l'air d'avoir pleuré. Puis Regina avait attendu qu'il rentre pour lui dire ce qu'elle avait à lui dire. Il était là, elle lui dit donc « Arnie, je suis désolé. » Il eût été préférable que Mike soit là, mais il se trouvait à Kansas City pour un congrès sur le commerce et les débuts de la libre entreprise au Moyen-Âge. Il ne reviendrait pas avant dimanche, à moins que cet événement ne le fît rentrer plus tôt que prévu. Elle se rendit compte, non sans un certain regret, qu'elle commençait seulement à évaluer tout le sérieux de la situation. « Désolé, » répéta Arnie d'un ton plat et neutre. « Oui, Enfin, c'est-à-dire, nous... » Elle ne put continuer. Il y avait quelque chose de terrible dans l'expression figée de son fils. Ses yeux étaient absolument vides. Regina était uniquement capable de le regarder en hochant la tête et en sentant les larmes lui monter dans le nez et la gorge. Elle détestait pleurer. Femme de tête, elle était l'une des 2 filles d'une famille catholique, avec un père ouvrier dans la construction, une mère épuisée par le travail et 7 frères. Résolue à faire des études malgré son père, qui pensait que la seule chose que les filles apprennent à l'école est comment perdre leur virginité et leur foi, elle avait pleuré plus que de raison dans sa jeunesse. « Tu veux que je te dise ?» lui demanda Arnie. Elle secoua la tête, préférant se taire pour ne pas laisser passer le flot de larmes qu'elle sentait sous ses paupières. « Tu me fais rire, et je rirais vraiment si je n'étais pas tellement fatigué que je tiens à peine debout. Car je te vois bien avec les types qui ont fait ça, en train de balancer des coups de marteau dans la carrosserie. Tu es sans doute encore plus heureuse qu'eux. Arnie, tu es injuste. » «
Oh, au contraire, c'est toi qui as voulu que je la mette ailleurs, donnant ainsi à Michael l'idée de l'aéroport. À qui la faute, à ton avis? À qui? Tu crois que ce serait arrivé si la voiture avait été ici? Il avança sur elle, poing serré, et elle dut se retenir pour ne pas tomber à la renverse. Arnie, ne pouvons-nous pas en parler, comme deux êtres humains raisonnables? L'un d'eux a chié sur mon tableau de bord. Ça te paraît raisonnable, ça? Regina croyait sincèrement contenir ses larmes, mais ce détail, cette stupidité incroyable, les ramena, et elle pleura. Elle pleura de chagrin pour ce que son fils avait dû voir. Tête baissée, elle pleura de stupéfaction, de chagrin et de peur. Arnie, nous reparlerons demain matin de ce qu'il faut faire, dit-elle en tentant de ravaler ses larmes. Oui, demain matin. Ah, il faudra que tu te lèves rudement tôt dans ce cas-là, car je monte dormir 4 heures, puis je repars au garage. Mais pourquoi? Il poussa un rire de dément et agita les bras comme s'il voulait s'envoler. Tu me demandes pourquoi? Mais j'ai une sacrée masse de boulot qui m'attend, plus de boulot que tu ne peux l'imaginer. Mais enfin, Arnie, tu as l'école demain. Je t'interdis de... Arnie, je t'interdis absolument de... J'irai à l'école, t'en fais pas. J'emporterai des vêtements propres dans un sac. Je prendrai une douche, comme ça je n'arriverai pas sale en classe. Puis à la sortie, je retournerai immédiatement chez Darnell. Je vais avoir du boulot, mais je peux m'en sortir. Je sais que je le peux. Évidemment, mes économies vont en prendre un coup, et je vais devoir travailler encore plus pour Will. Mais ton travail, tes études... Ah, ça, elles vont en souffrir, c'est sûr. Je ne peux te mentir là-dessus. Je ne peux plus te promettre d'avoir la moyenne partout, mais je m'en sortirai. Mais non, Arnie, il faut que tu penses à ton entrée en faculté. Il appuya ses 2 mains sur la table et se pencha lentement vers elle. Regina pensa, un inconnu. Mon fils est un inconnu pour moi. Est-ce vraiment de ma faute? Simplement parce que je souhaitais le meilleur pour lui? Mais est-ce possible? Mon Dieu, par pitié, faites que ce soit un cauchemar dont je vais me réveiller en larmes, tant il semble vrai. À l'heure qu'il est, lui dit-il doucement en soutenant son regard, les seules choses qui m'intéressent sont Christine, Leif et le fait que Will Darnell continue de m'avoir à la bonne pour que je puisse réparer ma voiture et la rendre de nouveau impeccable. La fac, je m'en balance complètement. Et je vais même te dire que je plaque séance tenante le lycée si tu ne me lâches pas les baskets. Mais tu ne peux pas, Arnie, tu ne peux pas. Il se peut que je mérite ta cruauté, mais je me battrai de toutes mes forces contre cet esprit d'autodestruction qui s'est emparé de toi. Alors, ne viens pas me parler de quitter le lycée. Oh, rien ne m'en empêchera. Ne t'imagine pas que tu m'en empêcheras. J'aurai 18 ans en février et je serai libre de le faire à ce moment-là, si tu ne me fiches pas la paix. Tu me suis? Bon, va te coucher. Va te coucher car tu me brises le cœur. Vraiment? Arnie eut un rire choquant. Ça fait mal, hein, pas vrai? Oh, je le sais. Et Arnie monta se coucher. Ses souliers heurtaient pesamment chaque marche, bruit qui rappela terriblement son enfance à Regina quand elle pensait l'ogre monte se coucher. Elle se remit à pleurer, puis se leva péniblement et sortit par la porte de derrière pour contempler une lune que grossissaient ses larmes. Tout était bouleversé, et cela s'était passé comme un ouragan. Son fils la haïssait, elle l'avait bien vu dans son visage. Ce n'était pas une petite crise, une vexation temporaire ou un accès de l'adolescence. Il la haïssait, et ce n'était pas du tout ce qui était censé se passer avec son bon garçon. Ses sanglots se calmèrent, et le froid commença à la transpercer à travers ses mules et son peignoir. Elle rentra, puis monta à son tour. Indécise, elle resta une bonne minute devant la porte de la chambre de son fils avant d'y entrer. Il s'était écroulé sur son lit et n'avait même pas pris la peine de se déshabiller entièrement. Il paraissait davantage inconscient qu'endormi, et son visage avait un air affreusement vieux. Un bref instant, le peu de lumière qui venait du couloir le fit ressembler à un homme dont la chevelure s'éclaircit et qui n'a plus de dents. Un cri d'horreur monta dans la gorge de Regina, qui écrasa sa main contre sa bouche et s'approcha du lit. Mais ce n'était qu'un tour que lui avait joué le peu de lumière et son propre état de trouble et de fatigue. C'était bien Arnie. Elle regarda son réveil. Il était réglé sur 4h30 du matin. Elle eut envie d'appuyer sur le bouton de la sonnerie pour qu'Arnie ne se réveille pas si tôt. Elle tendit même la main pour le faire, mais finalement se retint. Au lieu de cela, elle alla dans sa chambre, s'assit à côté du téléphone et se mit à réfléchir. Si elle appelait Mike en pleine nuit, qu'irait-il penser? Qu'un événement catastrophique s'était produit? Elle eut un petit rire. Mais c'était le cas. Regina composa le numéro de l'auberge Ramada de Kansas City où son mari était descendu.
dédaignant le fait que, pour la première fois depuis qu'elle avait quitté la triste maison de son enfance pour aller à la faculté 27 ans plus tôt, elle appelait quelqu'un à l'aide. Elle raconta presque toute l'histoire, assise sur l'une des deux chaises de la chambre d'hôpital, genoux serrés et les chevilles jointes, pimpante dans son pull de laine multicolore et sa jupe de velours côtelé marron. Ce n'est qu'en arrivant à la fin qu'elle se mit à pleurer, et ne trouvant pas de mouchoir, Denise Gilder lui tendit la boîte de mouchoirs en papier qui se trouvait sur sa table de chevet. « Ne t'en fais pas, Leif. Je ne peux pas. Il me voit à peine. Et à l'école, il semble tout le temps tellement crevé. Et tu viens de me dire qu'il n'est plus passé te voir. » Denise hocha la tête. Bien que Leif, trop prise par ses propres problèmes, ne s'en rendit probablement pas très bien compte, il se sentait impuissant et de plus en plus effrayé par Arnie. D'après les comptes rendus qui lui étaient parvenus ces derniers jours, Denise redoutait qu'Arnie ne fût au bord d'une dépression nerveuse. Denise n'avait jamais eu tant envie de pouvoir sortir. Bien sûr, il pouvait appeler M. Vickers, le conseiller pédagogique de l'école, pour lui demander s'il pouvait faire quelque chose. Il pouvait aussi appeler Arnie. Sauf qu'à présent, selon Leif, Arnie était tout le temps à l'école, chez Darnell ou en train de dormir. Son père était rentré en catastrophe d'un congrès et il y avait encore eu de la bagarre chez les Cunningham. Bien qu'Arnie ne l'eût pas dit clairement à Leif, celle-ci pensait qu'il avait vraiment été à deux doigts de ficher le camp de chez lui. Enfin, Denise ne voulait pas appeler Arnie chez Darnell. « Que puis-je faire » demanda Leif. « Que ferais-tu à ma place ?»« J'attendrai. Je ne vois pas ce que tu peux faire d'autre. »« Mais c'est le plus difficile, » répondit-elle d'une voix si faible qu'elle était pratiquement inaudible, tout en réduisant son mouchoir de papier en miettes. « Mes parents voudraient que je cesse de le voir, que je le plaque. Ils craignent que Repperton et sa bande ne tentent encore autre chose. »« Tu es donc convaincu que c'était un coup de Buddy et de ses potes, alors ?» lui demandai-je. « Oh oui, tout le monde le pense. Monsieur Cunningham a prévenu la police, bien qu'Arnie lui ait demandé de ne pas le faire. La police a interrogé Repperton et l'un de ses copains, un nommé Mookie. Tu vois qui je veux dire ? » ?»« Oh oui. » »« Ainsi, le type qui travaille de nuit au parking de l'aéroport, il s'appelle Sandy Galton. »« Oui, c'est ça. Je pense qu'il était dans le coup et qu'il les a laissés faire. »« Oui, il les fréquente, c'est vrai, mais il n'est pas tout à fait aussi dégénéré que les autres. En tout cas, Leif, tu es drôlement au courant. »« Oh, c'est Madame Cunningham qui m'a parlé, et puis son mari. Ils sont bouleversés, c'est ça ? Oh, plus que ça. On dirait qu'ils ont tous les deux été écrasés, quelque chose comme ça. Pour elle, je n'ai pas de pitié, parce que je crois que ce qui l'intéresse, c'est de tout diriger. Mais M. Cunningham est vraiment à plaindre. Je suis allé voir Madame Cunningham hier après-midi. Son mari était à la fac. Mais elle a pris une semaine de congé. Elle m'a confié qu'elle avait été incapable de reprendre ses cours. « Dans quel état est-elle » lui demandai-je. « Affreux. Elle a pris 10 ans. »« Et Michael ?»« Oh, il a pris un coup de vieux aussi, mais on dirait qu'il s'est endurci. Il est rentré juste au moment où sa femme finissait de me raconter tout ça. Ils m'ont proposé de rester dîner. Arnie mange chez Darnell. Mais je leur ai dit que je devais vraiment rentrer. M. Cunningham m'a donc ramené à la maison en voiture et j'ai eu sa version. »« Et les deux versions diffèrent-elles » lui demandai-je. « Pas vraiment, non, mais c'est M. Cunningham qui est allé trouver la police, par exemple. Arnie ne voulait pas, et sa mère n'a pas pu s'y résoudre. Et Arnie essaye vraiment de remettre en état son vieux taco. Ah ouais, mais ce n'est pas tout. Il est enfoncé jusqu'au cou avec ce Darnell. Je le sais. Hier, en classe, il m'a confié qu'il allait remplacer entièrement l'avant de sa voiture, aujourd'hui même. Je lui ai demandé si ça n'allait pas lui coûter un maximum. Il m'a répondu de ne pas me faire de soucis parce qu'il avait crédit ouvert. Et cela parce qu'avec un certain Jimmy Sykes, il allait faire certaines courses pour Will vendredi et samedi prochain. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Et je ne crois pas que les courses qu'il fait pour ce salopard de Darnell soient très nettes. Et qu'a-t-il dit à la police au sujet de Christine ? Il leur a simplement raconté comment il avait retrouvé sa voiture dans l'état où elle était. Ils lui ont demandé s'il avait une idée sur l'identité des coupables. Arnie leur a répondu que non. Ils lui ont demandé s'il était vrai qu'il s'était battu avec Buddy Repperton. Arnie a répondu que Repperton avait fait tomber par terre son casse-croûte et l'avait écrasé avec le pied, puis que M. Cazet était arrivé et avait mis fin à la bagarre. Et ils lui ont enfin demandé si Repperton ne lui avait pas promis de se venger. Arnie a répondu qu'il l'avait peut-être fait, mais que ça ne voulait rien dire. Denis resta silencieux, regardant par la fenêtre le ciel triste de l'hiver, réfléchissant. Cela ne lui disait rien qui vaille. Si Leif rapportait avec exactitude l'interrogatoire d'Arnie,
Celui-ci n'avait sans doute pas répondu de mensonge, mais avait omis les détails pour donner de la bagarre près du terrain de foot l'allure d'un petit échange sans gravité, et Denise trouvait cela extrêmement inquiétant. « As-tu une petite idée de ce qu'Arnie fricote avec ce Darnel » demanda-t-elle. « Non, » répondit Denise, qui avait pourtant sa petite idée. Il repensa à son père, lui disant « J'ai entendu raconter certaines choses, des voitures volées, cigarettes et alcool, un peu de contrebande. Ça fait longtemps que la change s'est avec lui. » Denise regardait le visage de Leif, très pâle, son maquillage détruit par les larmes. Elle s'accrochait, c'était visible. « Bon, dit-elle en se levant, je ne cherche pas à ce que les choses soient exactement pareilles qu'avant. Je sais que ce n'est pas possible, Denise, mais je l'aime toujours et j'aimerais que tu le lui dises. »« D'accord, entendu. » Ils étaient tous deux gênés et ils restèrent très longtemps sans rien dire. Denise pensait que c'était le moment où, dans les chansons, l'ami du mari rentre en scène, et une part de lui-même, la part la plus vile, ne serait pas du tout contre. Oh non, il était plus que jamais attiré par elle. Peut-être n'avait-il jamais été attiré à ce point par une fille. Qu'Arnie s'occupe tant qu'il voulait de sa bagnole et de ses petits trafics, ça leur laissait le temps d'apprendre à se connaître mieux. On a besoin d'une petite consolation, parfois, on sait bien comment ça se passe, et Denise sentait qu'à ce moment précis, il pourrait y arriver. Elle était vulnérable en dépit de sa déclaration d'amour pour Arnie. Peut-être apprenait-elle à s'endurcir, mais c'est une école à laquelle personne ne va de gaieté de cœur. Il pouvait peut-être lui dire quelques mots, des mots justes, comme « Viens t'asseoir au bord du lit ». Et elle viendrait. Il parlerait encore un moment, de choses plus agréables pour changer. Il l'embrasserait peut-être. Sa bouche était pleine, sensuelle, faite pour embrasser et être embrassée. Un baiser pour se consoler, un autre par amitié, et un troisième pour être complet. Oui, un instinct qui ne l'avait jamais trompé lui soufflait que c'était à portée de main. « Quand sors-tu de l'hôpital » finit-elle par dire. « Il paraît que j'en ai jusqu'à janvier. Mais je vais leur jouer un bon tour. Je serai chez moi pour Noël. Je me décarcasse un max dans la chambre des tortures. »« La chambre des tortures ?»« Ouais, la salle de rééducation. Mon dos se rétablit bien. Les autres os ne chôment pas non plus. Bien sûr, je vais avoir des béquilles pendant un moment, après ma sortie. Et si j'ai de la chance, je marcherai avec une canne pour la fin de l'année scolaire. Mon médecin me dit que je boiterai peut-être 2 ans. Il se peut que je boite toujours. » Oh, je suis tellement désolé, Denis. Il fallait que ça arrive à un garçon aussi gentil que toi. Mais c'est aussi de l'égoïsme de ma part, car je me demande parfois si toutes ces horreurs ne se seraient pas produites si tu avais été là. Bah, dis tout de suite que c'est de ma faute. Leif ne sourit pas à cette phrase que Denis avait voulu faussement en colère. Tu sais, Denis, je me pose quelquefois des questions sur sa santé mentale. Et ça, je ne l'ai dit ni à ses parents ni aux miens. Mais je crois que sa mère, peut-être. Denis opina. Mais c'est vrai, quoi. C'est complètement fou, cette histoire. Sais-tu que ses parents lui ont offert de lui acheter une voiture d'occasion, mais en bon état, s'il se débarrassait de Christine, et il a refusé. M. Cunningham m'a même raconté, quand il m'a ramené chez moi, qu'il avait proposé de vendre des actions pour acheter à Arnie une voiture neuve. Arnie a répondu qu'il n'avait pas de raison qu'on lui fasse un cadeau pareil. Son père lui a dit qu'il comprenait parfaitement, et qu'Arnie pourrait le rembourser peu à peu, avec intérêt même. Denis, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Il veut Christine, et pas une autre. Mais je trouve ça complètement obsessionnel, non? Il s'est fixé sur un objet et n'en démord plus. C'est bien ça une obsession, n'est-ce pas? Cela me fait peur, et parfois je suis pleine de haine. Mais ce n'est pas de lui que j'ai peur. C'est pas lui que je hais. C'est cette saloperie de bagnole, cette sale putain de Christine. Tu sais ce que je voudrais? Je voudrais que quelqu'un embarque par erreur sa chère Christine et la flanque à la casse. Une grue la balancerait dans l'appareil qui réduit les bagnoles en petits cubes de métal d'1 mètre de large, et tout serait terminé. Je sais que je vais te paraître horrible, Denis, mais j'aurais voulu que ces voyous cassent tout. Ouais, je comprends ce que tu ressens. Vraiment? Oui, je crois, Leif. Ils se regardèrent. Denis s'était laissé aller à une petite sieste en début d'après-midi, ce qui ne lui arrivait pas souvent. Son père, sa mère et sa sœur étaient passés le voir le matin, et pour la première fois, il avait senti chez Élie une impatience. Son grand blessé de frère commençait à ne plus être si intéressant. On n'avait pas découvert dans ses os une forme rarissime et terrible de cancer. Il n'allait pas rester paralysé jusqu'à la fin de ses jours. Bref, rien n'en faisait une vedette. Après le déjeuner, vers 2 heures, le sommeil l'avait gagné. Il s'était mis à rêver,
s'endormant profondément, si bien que, lorsqu'il s'était réveillé, il était presque 5 heures de l'après-midi. Arnie Cunningham était assis sur la chaise de plastique dur, comme sa petite amie le jour d'avant. Denis ne fut pas surpris de le voir là, mais crut que c'était un nouveau rêve, et voyant un sac de papier marron sur ses genoux, pensa dans les brumes du sommeil « Il va pouvoir déjeuner finalement. Peut-être que Repperton ne le lui a pas écrasé complètement. » Puis Denis se rendit compte que ce n'était pas un rêve et se redressa en s'écriant « Mais, bon sang, c'est vraiment toi ?»« Bien sûr. Qu'attendais-tu? King Kong ou Godzilla ?»« Non, mais j'ai cru que je dormais encore. » Il se frotta les yeux. Non, je suis vraiment content de te voir, ajouta Denis, qui un moment se sentit dangereusement près de pleurer, comprenant ainsi que ce séjour à l'hôpital commençait vraiment à le déprimer. Cela renforça sa détermination à rentrer chez lui avant Noël. Passer Noël dans cet hôpital, ah non, il préférait se suicider. Bah ouais, me voilà. Écoute, tiens, je t'ai apporté quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Fit Denis en indiquant le sac, qui avait la taille d'un sac de prise unique. J'ai fait un petit raid dans le réfrigérateur, pendant l'absence de mes parents, qui sont chez des amis. Tout en parlant, Arnie sortit 4 sandwichs grossièrement enveloppés dans du papier. C'est ce que tu préfères? De la viande froide avec de la mayonnaise et du pain de mie. Denis rayonna. Le pain de mie était un des secrets qu'il partageait avec Arnie depuis l'enfance. Leur mère prenait chacune très au sérieux la question du pain, Regina donnant dans le pain complet, tandis que la mère de Denis préférait le pumpernickel. Les deux garçons mangeaient ce qu'on leur donnait, mais en secret, c'est le pain de mie qu'ils préféraient, et plus d'une fois, réunissant leurs économies, ils s'étaient achetés un pain de mie et de la moutarde française, en cachette, s'étaient enfilés des sandwichs de pain de mie à la moutarde tout en lisant les bandes dessinées. Arnie partagea bientôt la joie de Denis à l'évocation de ses souvenirs. Ça devait être le meilleur moment de sa visite. Ensuite, Arnie sortit du sac 6 canettes de bière, en ouvrit 2, et ils se portèrent mutuellement un toast et burent. Arnie sortit encore 2 paquets de son sac et découvrit 2 belles parts de tarte aux pommes. « Oh non, mon vieux, je peux plus, dit Denis, je vais éclater. »« Mange, lui ordonna Arnie. « Oh, j'en peux vraiment plus, répéta Denis en achevant son morceau de tarte en 4 coups de fourchette impitoyables. Puis il éructa et termina sa 2e bière. « Je vais te maudire demain matin, dit-il à Arnie, parce qu'avec tout ce que je viens d'avaler, je vais sans doute devoir rester 1 heure à chier, et ça me fait mal au dos. » Ils rirent, puis restèrent un long moment silencieux, digérant. Finalement, Denis dit « Leif est passée me voir hier. Elle m'a raconté ce qui est arrivé à Christine. Je suis navré, vieux. C'est un très sale coup. »« Ouais, ça a été dur. J'ai vraiment eu le moral à plat. »« Ah, ça, n'importe qui l'aurait eu, » fit Denis en se rendant compte qu'il était aussitôt devenu méfiant et qu'il ne pouvait s'en empêcher. La partie amicale de la visite d'Arnie était déjà finie. Cette amitié avait été là pendant quelques minutes, réchauffant et emplissant cette chambre, mais elle s'était maintenant envolée comme un éphémère. Et Denis aurait juré que les yeux d'Arnie aussi s'étaient remplis de méfiance. « J'ai pas été chic avec ma mère, avec Leif non plus, je crois. Ça a été un tel choc de voir tout ce travail réduit à néant. »« Et vas-tu pouvoir réparer quelque chose ?» Arnie redevint heureux d'un seul coup. « Pourquoi réparer ? Comment donc ? T'en reviendrais pas, Denis. Si tu avais vu l'état dans lequel je l'ai retrouvé à l'aéroport, il faisait des bagnoles solides en ce temps-là. C'est pas comme maintenant où ce qui ressemble à du métal est en réalité du plastique qui brille. Cette voiture, mon vieux, c'est un vrai tank. Les parties en verre ont le plus souffert, et les pneus, évidemment. Ils les ont bousillés. »« Rien au moteur ? » ?»« Non, ils y ont même pas touché, » répondit hâtivement Arnie, disant son premier mensonge. Leif avait raconté à Denis qu'un morceau du Delco traînait par terre, et Denis se demandait ce qu'ils avaient bien pu faire d'autre comme dégâts. Le radiateur ? Si on s'était servi d'une barre de fer pour faire des trous dans les ailes de la voiture, on pouvait s'en être servi aussi pour bousiller le radiateur, les bougies, le régulateur de tension ou le carburateur. « Arnie, pourquoi me mens-tu ?»« Alors comment tu t'y prends ?»« En dépensant de l'argent, que veux-tu ?» répondit Arnie avec un rire presque vrai. Denis y aurait cru s'il n'avait vu le vrai Arnie quelques minutes plus tôt, quand ils dévoraient leur sandwich ensemble. « Pneus neufs, verre neuf, reprit Arnie. Encore un peu de boulot sur la carrosserie et elle sera comme neuve. » Comme neuve, hein, sauf que Leif avait dit qu'il n'avait retrouvé qu'un tas de ferraille ressemblant à une auto-tamponneuse qui a fait une fête foraine de trop. Mais pourquoi mens-tu ? L'expression méfiante qu'Arnie avait eue en attendant de voir si son ami mordait à son mensonge fit place à un sourire désabusé et, haussant les épaules, il ajouta
Bah, j'ai eu de la chance. Quand je pense à toutes les saloperies qu'ils auraient pu me faire, du sucre dans le réservoir, du caramel dans le carburateur, ils n'ont pas été malins. J'ai vraiment eu de la chance. Tu parles de Repperton et de sa bande? Arnie soupira et fit: Bah ouais, qui d'autre cela pourrait-il être? Ah, pourtant, tu ne l'as pas signalé à la police. Non, c'est mon père qui s'en est chargé. Ah oui, c'est ce que Leif m'a dit. Et que t'a-t-elle dit d'autre? Oh, rien, mon vieux. Je n'ai rien demandé non plus. C'est tes affaires, Arnie. On a fait la paix là-dessus, pas vrai? Oui, oui, dit Arnie en poussant un petit rire et en se passant la main sur le visage. Je n'ai toujours pas complètement accusé le coup. Putain, je crois que je ne m'en remettrai jamais, Denis. Je me sentais si heureux ce jour-là en arrivant à l'aéroport avec Leif, et quand j'ai vu... Mais ne risque-t-il pas de recommencer si tu la retapes encore une fois? Le visage d'Arnie se figea froidement. Il ne risque pas, non. Que veux-tu dire? Que Christine sera à la maison désormais. Voilà ce que je veux dire. Que croyais-tu que je voulais dire? Rien, non, je ne sais pas. Arnie, tu parais vraiment très sûr que Buddy n'y reviendra pas. J'espère simplement qu'il s'en tiendra là, reprit Arnie. Nous l'avons fait vider à l'école. Il a démoli Christine avec ses copains. On est quitte. Ah, c'est comme ça que tu vois les choses? Bah, oui, je crois que ce sera le cas. Les flics les ont interrogés, lui, Mookie, Welch et Ricky Trelawney. Ils leur ont flanqué une sacrée frousse, et Sandy Galton a failli tout raconter, je crois, ce sale mioche. Pendant un instant, une expression de tristesse désespérée était passée sur le visage d'Arnie. Plus que de la tristesse même, il avait l'air harcelé et hanté. Le visage de quelqu'un, pensa par la suite Denis, mais il est tellement facile de voir les choses plus tard, bien trop tard, qui se débat dans une situation tellement compliquée et accablante qu'il ne sait même plus ce qu'il fait. Puis cette expression, comme les autres, disparut. En plus, je me suis fait mal au dos. Tu vois, tu n'es pas le seul à souffrir de là. Tiens, regarde. Arnie se leva et tira sa chemise de son pantalon. Certes, cela ne ressemblait pas à ce que portait Feu Lebet. C'était une bande lycra d'une trentaine de centimètres de large, propre et neuve, contrairement à Lebet. Mais un corset est un corset, se dit Denis. Et cela ressemblait trop à Lebet pour que cela ne lui inspirât pas des craintes. Je me suis fait mal en ramenant Christine chez Will. Je ne me rappelle pas exactement comment, c'est-à-dire si j'étais dans tous mes états. Au début, j'ai pas eu trop mal, mais ensuite, ça n'a fait qu'empirer. Le docteur Maskia m'a prescrit... Denis, tu ne te sens pas bien? Avec ce qui lui parut un effort fantastique, Denis dissimula son malaise. Il arrangea les traits de son visage selon ce qui lui sembla pouvoir passer pour de l'intérêt et parvint à dire d'une voix égale: « Oh, ça passera. » Mais en même temps, il faisait glisser ses bras sous les draps. À la vue de cette bande, évoquant tellement l'appareil orthopédique de Lebet, il avait la chair de poule. « Bon, il faut que je me tire en vitesse, reprit Arnie. J'espère que tu n'as pas cru que je pourrais passer toute la soirée dans un endroit aussi glauque que celui-ci. Ouais, tu es très demandé, je sais, dit Denis. Non mais, sérieusement, je te remercie. Tu as apporté un peu de joie à un jour pénible. Pendant un bref instant, Denis eut l'impression étrange qu'Arnie allait éclater en larmes. Mais il dissimula son émotion derrière les bonnes vieilles plaisanteries. Et rappelle-toi bien une chose, Denis. Tu ne manques à personne, absolument à personne. Va te faire voir, taré, répondit Denis. Arnie lui fit un bras d'honneur. Les saluts officiels avaient été changés. Arnie pouvait s'en aller. Il ramassa son sac de papier, mit dedans les bouteilles de bière vides. Soudain, Denis eut une inspiration. Il montra le plâtre qui lui entourait la jambe gauche et dit: « Ah, tu me mets une signature, Arnie ?»« Mais j'ai déjà signé, non ?»« Ouais, c'est vrai, mais la signature s'est effacée. »« Ah, tu as de quoi écrire ?» Denis prit un stylo dans le tiroir de sa table de chevet, et Arnie, se penchant au-dessus du plâtre, chercha un endroit libre entre les innombrables signatures et inscriptions, et il écrivit: « Pour Denis Gilder, le plus grand des crétins, Arnie Cunningham. » Il donna une petite tape au plâtre, rendit le stylo à Denis, et après un dernier salut, s'en alla. Ce soir-là, Denis passa un long moment à examiner les deux signatures, car Arnie avait effectivement déjà signé une fois, mais lorsque Denis avait encore les deux jambes dans le plâtre. La première fois, il avait signé sur la droite, aujourd'hui, il avait signé à gauche. Denis avait appelé une infirmière après le départ d'Arnie, et usant de tout son charme, l'avait convaincu de lui passer son plâtre de la jambe droite et de l'aider à le mettre contre sa jambe gauche afin de pouvoir étudier les deux signatures côte à côte. Puis, d'une voix si sèche et si brisée qu'il eut de la peine à la reconnaître, Denis avait demandé à l'infirmière: « Avez-vous l'impression qu'elle soit pareille ?»
Non, avait répondu la jeune femme. J'ai déjà entendu parler de fausses signatures sur des chèques, mais pas sur des plâtres. C'est une plaisanterie? Ouais, c'est ça, répondit Denis en sentant un froid glacial lui monter du ventre à la poitrine. C'est une plaisanterie. Il regarda encore les deux signatures, il les regarda bien, et sentit ce froid gagner tout son corps. Il sentit sa température baisser, son cou se raidir et ses poils se dresser. Rien à voir l'une avec l'autre. Plus tard, dans la nuit, un vent très froid se leva. L'œil blanc de la lune dévisageait la terre depuis le ciel tout noir. Les dernières feuilles mortes d'automne furent arrachées des arbres et roulèrent dans les caniveaux. Mais leur bruit était celui d'os qui claquent les uns contre les autres. Le dernier jour de novembre était un jeudi, et ce soir-là, Jackson Browne se produisait au Civic Center de Pittsburgh devant une salle comble. Mookie Welch était allé au concert avec Richie Trelawney et Nicky Billingham, mais la foule les sépara avant même que le concert commence. Il avait passé une excellente soirée, et revenir chez lui en stop avait été une rigolade grâce à toutes les voitures qui repartaient de Pittsburgh après le concert. Celui-ci s'était terminé à 23h40. À 1h15, il était de retour à Libertyville. La dernière personne qu'il avait pris en stop l'avait déposé au pied d'une bretelle sortant de l'autoroute, et Mookie avait décidé d'aller de là à pied jusqu'à la station-service Wadenberg, où il retrouverait Buddy. Buddy ayant une voiture, il pourrait ramener Mookie chez lui, qui vivait au fin fond d'une banlieue archi perdue. En plus, Buddy aurait peut-être un coup à boire. Mookie avait parcouru 400 mètres environ depuis la sortie de la bretelle. Ses talons cloutés claquaient sur le trottoir désert. Son ombre grossissait puis disparaissait à chaque lampadaire dans la lumière orange de l'éclairage public. Il lui restait peut-être 1,5 kilomètre à parcourir quand il vit la voiture arrêtée plus loin au bord du trottoir. Les gaz d'échappement montaient, épais, dans l'air parfaitement immobile de cette nuit glaciale. La calandre, chrome impeccable, rehaussée par des petits points orange, le regardait comme un rictus sur un visage d'idiot. Mookie reconnut la voiture. C'était une Plymouth bicolore, et sous les réverbères, ces deux couleurs semblaient ivoire et sans sécher. C'était bien Christine. Mookie s'arrêta, et un étonnement assez bête l'emplit. Ce n'était pas de la peur, pas encore. Ça ne pouvait pas être Christine, c'était impossible. Ils avaient fait au moins 12 trous dans le radiateur de la bagnole à face de con. Ils avaient vidé presque toute une bouteille de Texas Driver dans son carburateur, et Buddy avait versé un sac de 2 kilos de sucre dans le réservoir d'essence. Mookie faisait un entonnoir avec ses mains. Et ça n'avait été que le commencement. Buddy avait eu des idées géniales pour détruire la bagnole de face de con. Cela les avait à la fois émerveillés et gênés. L'un dans l'autre, la voiture était restée dans un tel état qu'elle ne pouvait pas remarcher avant 6 mois. Donc ça ne pouvait pas être Christine, c'était une autre Fury 58. Sauf que c'était Christine. Il le savait. Mookie resta immobile sur le trottoir désert, ses oreilles engourdies par le froid dépassant de ses cheveux longs, son haleine montant dans l'air comme un plumet. La voiture lui faisait juste face, son moteur tournant doucement. Il était impossible de voir qui était au volant, si tant est qu'il y eût quelqu'un, car l'automobile se trouvait juste en dessous d'un réverbère dont la lumière orange et puissante se reflétait sur la surface lisse du pare-brise. Mookie commença à avoir peur. Il passa la langue sur ses lèvres sèches et regarda autour de lui. À sa gauche, l'autoroute, 6 voies vides à cette heure de la nuit, comme le lit d'une rivière à sec. À sa droite, le magasin d'un photographe, les lettres Kodak s'étalant à travers la vitrine. Il regarda encore la voiture, hésitant. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais rien ne sortit. Il tenta encore une fois et produisit une sorte de coassement. « Hé, Cunningham !» La voiture ne broncha pas. Elle semblait réfléchir. Les gaz d'échappement continuaient de monter dans l'air froid et le moteur de tourner comme une mécanique de précision. « C'est toi, Cunningham ?» Il avança d'un pas. Son talon racla le ciment. Son cœur cognait comme une enclume. Il regarda de nouveau autour de lui. Une voiture allait quand même bien passer. Une autoroute aussi importante ne pouvait pas être totalement déserte, même à 1h25 du matin. Mais il n'y avait aucun passage, rien que la lumière orange des réverbères. Mookie se racla la gorge. « T'es pas en colère à ce point, quand même !» Les phares de Christine s'allumèrent soudain, l'épinglant dans leur lumière blanche et crue. La furie bondit sur lui, s'arrachant littéralement du sol, en laissant du caoutchouc noir sur le trottoir tant le démarrage avait été brusque. Le bond de la voiture avait été tel que l'arrière avait paru toucher le sol, comme un chien ou un loup qui se tasse sur ses pattes arrière pour s'élancer.
Les roues qui se trouvaient contre le trottoir montèrent dessus et la voiture partit vers Moki dans cette position, penchée de côté. Le fond de la voiture gratta la bordure du trottoir dans un hurlement et une gerbe d'étincelles. Moki poussa un cri et tenta de s'écarter. Christine lui toucha du bout du pare-choc la jambe gauche en arrachant un morceau. Une humidité chaude se répandit le long de sa jambe et descendit dans sa chaussure. La chaleur de son propre sang lui fit penser confusément que la nuit était bien froide. Moki alla heurter de la hanche la porte du photographe, cognant le montant et manquant de peu de passer à travers la partie vitrée centrale. Quelques centimètres de plus et il passait carrément à travers, s'étalant parmi les Nikon et les Polaroid. Haletant, Moki se retourna. Christine reculait et, en raclant la bordure du trottoir, poussait le même cri horrible et inhumain. Christine reculait pour reprendre son élan, et lorsqu'elle passa devant Moki, il vit qu'il n'y avait personne au volant. La panique monta en lui. Moki prit ses jambes à son cou et fonça vers l'autoroute. De l'autre côté de celle-ci, il y avait une petite ruelle entre deux magasins, trop étroite pour la voiture. S'il pouvait arriver jusque-là, ses semelles cloutées tambourinaient sur le sol. Son ombre courait après lui. Christine repartit vers Moki, traversant les voies de l'autoroute à angle droit. Moki hurlait, mais il ne pouvait s'entendre hurler car la voiture hurlait elle-même plus fort que lui, comme une meurtrière folle de colère, et ce cri emplissait tout. Son ombre ne lui courait plus après, mais devançait Moki et s'allongeait. Dans la vitrine d'un des deux magasins, une teinturerie, il vit deux gros yeux qui grossissaient. Au dernier moment, Moki tenta de partir à gauche, mais Christine obliqua du même côté que lui, comme si elle lisait ses pensées d'homme aux abois. La Plymouth le frappa bien dans le dos tout en accélérant toujours, lui cassant net la colonne vertébrale et le projetant à une douzaine de mètres de là, contre le mur de briques de l'autre magasin, un petit supermarché. Encore une fois, Moki manqua de peu la devanture de verre. La force du choc fut telle que le corps rebondit contre le mur et retomba par terre, laissant une grosse tache de sang sur les briques, comme une tache d'encre monstrueuse. Une photo devait en paraître le lendemain en première page du Keystone de Libertyville. Christine s'arrêta dans un hurlement de pneus, dérapa légèrement. Moki, étendu par terre, tentait de se relever, mais rien à faire, rien ne fonctionnait plus. Une lumière blanche et aveuglante tomba de nouveau sur lui. « Non !» souffla-t-il par une bouche emplie de dents cassées. Non. La voiture fut sur lui en un grognement. Toute la monnaie qu'il avait dans ses poches vola. Moki fut roulé en un sens, puis dans l'autre, tandis que Christine lui roulait dessus, puis lui repassait dessus en reculant. Elle s'arrêta ensuite comme pour réfléchir. C'est alors qu'elle fonça encore une fois sur lui. Elle le heurta, recula, bondit de nouveau sur lui en criant, recula, bondit encore. Les phares brillaient affreusement. Le pot d'échappement lâchait une épaisse fumée bleue. Cette chose étendue sur le sol ne ressemblait plus à un être humain, mais à un paquet informe de chiffons. Après avoir reculé une dernière fois, Christine décrivit un demi-tour sur elle-même et, accélérant, fonça sur l'autoroute, réveillant enfin le voisinage. Les gens du quartier ouvrirent leurs fenêtres pour voir ce qu'était tout ce boucan, ou si c'était un accident. Un des phares de Christine était cassé, l'autre clignotait comme s'il allait flancher. La calandre était rentrée vers l'intérieur, selon la forme et la dimension du torse de Moki, parfait masque mortuaire inversé. Du sang recouvrait le capot et commençait à s'allonger en petites rigoles à mesure que Christine prenait de la vitesse. Le pot d'échappement, en partie démoli, faisait un bruit curieux. À l'intérieur, sur le tableau de bord, le compteur continua à reculer, comme si Christine remontait le temps, disparaissant non seulement du lieu du meurtre, mais s'effaçant de ce meurtre même. Et de fait, le bruit du pot d'échappement diminua et disparut bientôt. Les rigoles de sang sur le capot se mirent à reculer jusqu'à leur point de départ, malgré la force du vent, comme quand on passe un film en marche arrière. Le phare qui clignotait se mit à briller normalement, et, à peine 200 mètres plus loin, l'autre phare se ralluma soudain, avec un bruit ressemblant à celui que ferait un petit garçon qui casse avec son talon la fine couche de glace qui recouvre une flaque d'eau gelée. Le verre du phare se reconstitua tout seul. Dans la voiture, un bruit métallique se fit entendre, ressemblant au bruit que fait une boîte de bière quand on l'écrase dans sa main. C'était la calandre de Christine qui reprenait sa forme normale. Christine arriva dans Hampton Street avant même que ceux qui avaient réveillé le hurlement de ses pneus ne découvrent les restes de Moki. Les rigoles de sang sur le capot étaient arrivées à leur point de départ et avaient disparu. Les rayures sur les ailes aussi. Et lorsque la voiture approcha lentement de la porte du garage avec sa pancarte « Klaxonnez pour qu'on vous ouvre », il y eut un dernier petit bruit métallique, celui du coin avant-gauche, là où Christine avait frappé le premier coup sur la jambe de Moki, qui reprenait sa forme normale. Christine était comme neuve.
Elle s'arrêta devant la porte du garage, plongée dans le silence et l'obscurité. Le système d'ouverture automatique de la porte se mit en marche. La porte s'ouvrit, obéissante, déclenchant le système d'allumage automatique des lumières à l'intérieur du garage. Les phares de Christine s'éteignirent. Elle avança et glissa sans bruit jusqu'au box 20. Derrière elle, la porte du garage, réglée pour rester ouverte 30 secondes, s'abaissa. Les lumières s'éteignirent et le garage fut replongé dans l'obscurité. À l'intérieur de Christine, la clé de contact tourna et le moteur se tut. Le bout de cuir portant les initiales RDL se balançant un moment, de moins en moins, puis s'immobilisa. Christine reposait dans le noir, et le seul bruit qu'on pouvait entendre dans le garage de Darnel était le claquement irrégulier du moteur qui refroidit.